Et voilà, chers téléspectateurs des Aroma of Life TV, bonjour et bienvenue à suivre cette émission Grand Débat. Grand Débat, une émission qui vous parle du changement de mentalité, changement de comportement en RDC, en Afrique et au monde. Et pour ce numéro d'aujourd'hui, nous allons parler sur la question du changement de mentalité, inverser les paradoxes congolais et africains, un sujet d'une thèse de doctorat qui a été défendue par un Congolais et un scientifique congolais, en la personne de Mwalimu Cephas Kwambiliwa, qui est un manager, un entrepreneur, un leader. Et nous l'accueillons déjà aujourd'hui dans ce beau cadre de Aroma of Life TV pour parler de ce qu'il a écrit dans son ouvrage, dans sa thèse de doctorat, dans ses recherches, inverser les paradoxes congolais. Ça sera ça le débat. Et nous accueillons déjà Mwalimu. Bonjour et bienvenue. Merci Pascal. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment s'évolue? Ça évolue très bien, nous bénissons le Seigneur. Les recherches, vous continuez toujours? Mais oui, la recherche en pratique. Nous, ce n'est pas la recherche théorique, c'est la recherche sur le terrain avec la Fondation Arbola Family Academy, avec les groupes scolaires Family Academy, avec plein d'autres activités. Nous sommes vraiment sur le terrain et voilà. Voilà, avant que nous abordions les thèmes principaux de cette émission, inverser les paradoxes congolais et africains, quelle est la vision que vous avez pour le Congo? La vision pour le Congo est que avec tous, tout est possible. Les problèmes que nous déplorons au Congo aujourd'hui ont été créés par l'homme. Et la transformation doit se faire par l'homme. Et l'engagement de l'homme, c'est l'homme dans la synergie, dans le oneness, dans le togetherness, dans le fait d'être un. Voilà, c'est ça. Avec tous, tout est possible. Et dans les tous, il y a Dieu au-dessus de nous. Vous pensez qu'il est bon? Je pense qu'ils doivent devenir un. C'est ce que je pense. Ils sont unis, mais ils ne sont pas un. Oui, unis. Je pense que le fait que nous avons le même territoire, nous sommes unis par les territoires, nous sommes unis par le drapeau, nous sommes unis par l'hymne national, nous sommes unis par les intérêts du Congo. Et tout ce que nous allons dire, écoutez, tout le langage des gens qui parlent chacun de sa manière, c'est l'ignorance qui amène les gens au langage et au comportement qui irait en dehors et au contraire de l'unité. On ne peut pas penser tuer l'unité et continuer à exister sur le même territoire. Nous sommes obligés d'être unis. Nous sommes unis parce que celui qui nous a placés sur le territoire est un. Dire inverser les paradoxes congolais et africains. Oui. Comment cette idée vous est venue? C'est après beaucoup de questionnements. Quoi. Depuis que nous sommes au supérieur en train d'étudier, on se posait beaucoup de questions. Moi, je proviens d'un territoire, d'une partie du territoire national où il y a de l'or, beaucoup d'or. Une partie de notre territoire, les gens ne vivent que de l'or, c'est-à-dire ils se réveillent le matin, ils vont creuser de l'or, ils reviennent, ils vendent, ils mangent. Donc l'or, quand il pleut, on peut voir de l'or en train de couler comme ça. Et les questions commençaient à devenir très pourquoi avec tout ceci, nous pouvons vivre et nous disions que nous n'avions même pas de route, quoi. Pas de route là où il y a l'or. Voilà, ce sont ces paradoxes, ces controverses depuis les jeunes âges qui ont commencé à remonter des questions. Et quand on étudiait à l'ISP Bukavu avec les collègues, on débattait beaucoup sur ça. On s'est dit mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec les Congo? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand maintenant je me suis retrouvé vraiment impliqué avec beaucoup d'activités dans le monde chrétien, avec les prières, les jeûnes et quoi, les prédications, je me suis dit, mais écoutez, nous prions aussi et quoi, et alors, qu'est-ce qui manque encore? Il doit y avoir un problème. Parce que ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que le pays est et le pays regorge, et la réalité qui se voit, qui se vit, c'est comme la nuit et les jours. Et alors,
j'ai toujours dit que ces paradoxes, les paradoxes n'est pas mon titre à moi, parce que ce paradoxe a existé, ce paradoxe existe, ce paradoxe est connu, et là je voulais bien souligner, le paradoxe congolais et africain est connu, mais pas compris. Connu, mais pas compris. C'est ça, c'est que j'ai développé. Ma spécialité peut-être c'est de chercher à nous amener à comprendre ce que nous semblons connaître. Quelle est votre cible? Voilà pour la terre politique. Oui, la cible, ce sont des leaders et surtout disons, les éducateurs et les leaders. Et quand je dis leader, c'est tout influenceur, pas influenceur, des TikTok. C'est-à-dire, ce sont ces personnes-là que j'appelle les professionnels d'une grande influence et les professionnels d'un large accès. Comme vous les journalistes, vous parlez ici maintenant, c'est le monde qui vous écoute. Et si vous arrivez à comprendre le paradoxe et le fait que ce paradoxe est inversible ou inversable, alors écoutez, vous pouvez, si vous en parlez, c'est le monde qui vous suit. C'est comme un éducateur, un professeur d'université, un éducateur, un enseignant de l'école maternelle, primaire, un pasteur. Ce sont ces gens de leaders. Un chef de l'État ou ministre peut imprégner cela dans son ministère ou bien au niveau de la nation pour sa réaliser ça facile. Vous abordez la question la plus importante, vous parlez des leaders, des éducateurs. Pensez-vous que c'est que nous traversons aujourd'hui, c'est parce que les enfants n'ont pas été bien formés et que ce sont ces enfants qui deviennent plus tard des autorités, des prêtres? Merci beaucoup, Pascal. Vous m'amenez au cœur de la question quand vous dites d'où est venu le problème ou la question du paradoxe congolais et africain. C'est quoi? La question nous a ramené au système de l'éducation. C'est le système de l'éducation qui est vraiment un problème. Pas seulement que les enfants ne sont pas bien formés, mais c'est vraiment tout un système. Les enfants en font partie, la formation des enfants en font partie, mais c'est tout un système qui va au-delà de ça. Et nous allons peut-être en parler dans cette émission. Parce qu'on parle déjà de la façon dont les enfants sont éduqués, mais aujourd'hui nous sommes dans un pays où les détournements passent au plat. Je pense que le Congo, quand on parle de détournement, c'est devenu déjà un terme habitué au Congolais parce que les gens ne sont plus étonnés quand on parle de détournement. 100 millions, 300 millions, 500 millions. Il y a certaines personnes des autres nationalités qui disent que peut-être c'est faux. Mais nous qui sommes au pays, nous savons que c'est vrai, on va détourner. Et vous pensez que ces gens parviennent à détourner parce qu'ils n'ont pas été bien formés, ils n'ont pas été bien préparés. Et dans votre thèse, vous y revenez également et vous donnez des stratégies, vous donnez même une méthode. Vous allez même un peu loin, vous essayez même de corriger les systèmes éducatifs de la République démocratique du Congo. C'est de ça qu'on voulait comprendre et savoir quelles sont vos théories et comment parvenir aux résultats. En commençant par là, vous savez, je suis linguiste de formation, je suis linguiste de formation et beaucoup de fois, on ne fait pas beaucoup attention aux termes et aux concepts. Je parle souvent à l'exagération, je dis que même si vous appelez les diables sur ce plateau, il y a un ange, et vous lui dites qu'il y a des tournements en RDC, il vous demandera est-ce que vous comprenez les termes de détournement. Nulle part dans toute l'histoire de l'humanité où on peut vraiment rêver et faire comprendre que on peut donner un concept, un terme à un mercenaire, à un diablotin qui prend 1 million, 2 millions, 50 millions de dollars américains de la caisse de l'État dans un pays où il y a un professeur d'université qui touche moins de 1500 $, un médecin qui touche moins de 1000 $, un enseignant qui touche moins de 300 $, n'est-ce pas? Un militaire qui touche moins de... Et qu'il y a quelqu'un, qui a un citoyen, un individu qui a la chair, qui a le sang, qui a la tête, qui a le cœur, qui a l'esprit, qui va quelque part et prendre 50 millions de dollars et qu'il met dans la poche et vous appelez ça détournement. Mais ça, il faut créer d'autres termes. Il faut créer d'autres termes. Moi, j'appelle ça le mercenariat. Donc, le Congo, nous sommes entrés dans une phase mercenariale et c'est le seul pays où vous trouverez un citoyen
qui travaille dans son pays et pour son pays comme un mercenaire. Et encore pas n'importe quel mercenaire, un mercenaire méchant et inconscient et tyran. Parce qu'il y a des mercenaires qui travaillent conscience, tellement qu'on l'a payé, et dit, j'ai été payé, je peux prendre aussi le butin de la guerre et je me limite là. Donc voilà un peu ça. Alors pour revenir vraiment à la vraie problématique, c'est quoi? C'est-à-dire, pendant longtemps, pendant des années, avant même qu'on soit né, il y a eu des initiatives, il y a eu des interventions. Le gouvernement a longtemps travaillé pour combattre la pauvreté, combattre la corruption, combattre, je ne sais pas, le tribalisme, combattre, je ne sais pas, les antivaleurs, ainsi de suite. L'Église a été là depuis longtemps, en train de prêcher contre les péchés, contre le mal, contre ceci, cela, ainsi de suite. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux ont été là. La Banque mondiale, FMI, je ne sais pas quoi, PAM, ainsi de suite. En train de travailler, lutte contre la faim, lutte contre la malaria, lutte contre, je sais pas, les problèmes environnementaux, lutte contre l'alphabétisme, et tout cela. Or, la situation ne fait que s'empirer. À chaque rapport de la Banque mondiale ou autre chose, écoutez, c'est comme s'il n'y a pas de changement. Et on cherche des raisons par-ci, par-là. Alors, il faudrait partir par là. Ce paradoxe ici congolais ou africain a été créé par quoi et pourquoi est-ce que ça persiste? C'est ça la grande question. On ne doit pas seulement rester dire que, écoutez, le Congo c'est un paradoxe, nous sommes un scandale géologique, mais voilà ce que nous vivons, nous avons ceci, mais alors, pourquoi nous vivons juste le contraire ou l'opposé de cela? Et c'est là où ça a commencé. Et en posant des questions, en faisant des recherches, en faisant des comparatifs avec d'autres pays, avec je ne sais pas quoi, en allant de la Bible à la philosophie, à la psychologie et aux sciences politiques, il a été découvert que tout ce dont nous nous plaignons et que nous appelons problèmes, messieurs les journalistes, ne sont pas des problèmes, ne sont que les conséquences du problème. Donc pendant longtemps, et les gouvernements, et les multinationaux, et les bilatéraux, et les églises, nous avons passé beaucoup de temps et investi beaucoup d'énergie en train de combattre les symptômes, pendant que le vrai problème était intouchable. On a passé le temps en train de combattre les branches, pendant que les troncs et la racine étaient là. Et les troncs et la racine, au lieu de vrai problème, c'est quoi? J'ai découvert que c'est une culture qui s'est créée. Or, la culture est plus puissante que l'individu. Voilà pourquoi quelqu'un peut prendre 50 millions sans se gêner. Parce qu'il est télécommandé par une culture qui est un peu plus forte et plus puissante que lui ou qu'elle. Alors, c'est quelle culture? Cette culture, je l'appelle, c'est pas la culture Lega, Congo, Chi, Luba. Non, ce n'est pas ça. C'est toute une culture qui s'est créée et que j'ai appelée la culture des raretés. Cette culture des raretés fait croire à la personne, il y a beaucoup d'exemples, mais je vais prendre juste un seul exemple, que non pour que je sois un meilleur journaliste, il faut que Pascal disparaisse. C'est comme si les talents, seulement les talents que Pascal possède, et ce tabouret où il se met, c'est le seul qui existe, donc il y a rareté de cela. C'est la rareté qui fait que quelqu'un pense que même si je prends 50 millions de dollars aujourd'hui pour moi-même, je deviens Dieu. Je peux commander le monde entier, je peux faire ce que je peux faire, à chaque législature, je peux me représenter, je peux corrompre, je peux donner de l'argent à toute la population, et je serai député ou président ou quoi. C'est ça ce qui est dans la tête. C'est la culture des raretés. C'est la culture des raretés. On pense que les ressources sont rares, les ressources sont limitées, les opportunités sont limitées, sont rares, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se battre pour cela, il faut éliminer, il faut s'accaparer, il faut en faire une propriété privée, ainsi de suite. On aura le temps de pénétrer. Alors, cette culture de rareté ici, dans notre domaine interculturaliste et les leaders transformationnels, parce que ma spécialité c'est la transformation culturelle, dans notre domaine, il est dit que la culture se crée par la langue. C'est-à-dire, toutes nos cultures que nous avons ont été créées par nos langues. Et maintenant, cette culture de rareté, s'il était question de savoir, elle a été créée par quoi? Parce qu'il n'y a pas une langue.
Et on a découvert que la langue de cette culture, c'est le système éducatif, le système de l'éducation. La question que vous étiez en train de poser tout de suite. Donc, et maintenant, il faudrait poser la question de savoir. Écoutez, l'éducation est censée être transformationnelle. Quand je dis que nous lançons, que je lançais un modèle d'éducation transformationnelle, ce n'est pas que j'ai créé un modèle. Je dis seulement, retournons au modèle d'éducation transformationnelle, parce que l'éducation vient de Dieu, c'est le premier éducateur, ainsi de suite. Et l'éducation a été conçue pour transformer. Si vous lisez la loi cadre de l'éducation nationale, si vous lisez les chartes d'éducation partout, même de l'UNESCO et quoi, il y a cette ambition de transformation, de changement, de développement, du bien-être, et que sur l'éducation, tu peux le faire. Mandela avait dit quoi? Nelson Mandela, notre héros africain, avait dit que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer un peuple, ou bien pour transformer une nation. Cette culture de rareté que vous évoquez maintenant, pensez-vous qu'on peut changer l'homme maintenant, l'adulte, ou il faut former? Ouais, une très bonne question. C'est lorsqu'on comprend quel est le rôle de l'éducation dans cela, et lorsqu'on comprend que l'éducation ici n'est pas seulement celle que nous appelons enseignement en heure d'essai, c'est ça encore une autre grande bêtise, je dois appeler ça bêtise. Parler du ministère d'enseignement, parler de l'enseignement national, au lieu de l'éducation nationale. Et lorsque nous avons fait un peu pas de bruit, mais un peu de sensibilisation, on va créer un ministère qu'on appelle le ministère d'éducation nationale et qui ne prend que l'école primaire et l'école secondaire. Comme si éducation nationale, c'est limité à l'école primaire et secondaire, mais on reste avec un ministère d'enseignement supérieur et universitaire. Ok, donc l'éducation ici inclut même l'éducation chrétienne ou spirituelle, donc le prédication, formation des disciples, tout ce qui s'est fait à l'église. Ça va de tout ce qui s'est fait à la maison jusqu'à ce qui s'est fait à l'école, à l'église, partout où c'est un milieu éducatif. Je reviens maintenant sur le point important. Alors, quel est le problème avec le système d'éducation congolais et de beaucoup de pays africains pour que elle puisse être le vecteur de la culture de la rareté au lieu de la transformation? Avant de dire est-ce qu'ils sont mal formés ou quoi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Cette puissance ici transformationnelle, qu'est-ce qu'elle a perdu? Alors, les recherches ont prouvé que l'éducation a 3 éléments, 3 ingrédients vitaux qui consistent à la puissance transformationnelle pour toute nation. Une fois que ces 3 ingrédients vitaux sont retirés du système d'éducation, comme c'est le cas en RDC, n'importe quoi, vos or, diamant, coltan, cuivre, votre démographie, l'eau que nous avons, les parcs et quoi deviennent absolus, deviennent 0, nul. Former une armée de 500 millions de combattants et quoi, si ces 3 ingrédients ont été retirés du système éducatif, il n'y a rien, il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas une arme qui peut transformer cette nation-là. Et ça ne sera que le collapse, ça ne sera que la chute silencieuse, et on ira de profondeur en profondeur. Alors, quels sont ces 3 ingrédients? Vous pensez que cette mauvaise éducation, le manque des 3 ingrédients à l'RDC, c'est ce qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui, les détournements, la guerre, la cohésion sociale qui n'existe que des façades et tout et tout? Ne parlez pas trop de mauvaise éducation. J'appelle ça l'éducation déformatrice. Au lieu d'être une éducation transformationnelle, elle déforme au lieu de transformer. Ok, voilà, oui, exactement. La réponse, c'est oui. Et ces 3 ingrédients, c'est quoi? Le système éducatif est censé développer la pensée critique des citoyens à partir du bas âge. Okay. Et la famille, à l'école, depuis l'école maternelle, à développer la pensée critique, amener le citoyen, un homme ou une personne, à poser des questions, ce qui différencie l'homme de l'animal ou de tout autre être, à poser des questions devant chaque situation, et des questions qui visent le changement ou la réponse. Pourquoi? Comment? Je prends un exemple. Vous me demandez si c'est ce qui a conduit à là où nous sommes. Oui. Si quelqu'un ne sait pas se poser des questions, on dit, écoutez, Pascal n'est pas ton frère parce qu'il est de tribu X. Il faut l'éliminer. Si je n'ai pas de pensée critique, même à cet âge, avec nos diplômes universitaires, doctorats, je vais dire, ok, oui, il n'est pas mon ami.
Il n'est pas mon frère, on va y aller. Mais s'il y a la pensée critique, je vais me demander, mais il n'est pas mon frère comment? Et pourquoi? Nous sommes dans le même pays. Mais comment est-ce qu'il n'est plus mon frère? Qu'est-ce qui fait que les gens soient frères? Et c'est à partir d'où nous ne sommes plus frères. Et quelles sont les caractéristiques de la fraternité ou de la solidarité congolaise ou africaine? Je dois, avant de dire que Pascal n'est pas mon frère et de me comporter comme tel, il y a une série de questions que je vais me poser et poser aux gens. Alors, lorsque cette capacité de la pensée critique n'est plus, on n'y insiste pas, on ne l'inculque pas dans l'éducation, c'est fini. On ne sait plus poser des questions, on commence à se comporter comme des animaux. Lèvons-nous, allons faire ceci, on y va. Vous voyez là les manifestations, les gens vous disent, on demande, mais écoutez, interview, mais pourquoi vous êtes ici? Non, on a dit que nous puissions venir. Et vous demandez à la personne, il dit qu'il est licencié. Papa, toi licencié, quelqu'un a dit descendons, et vous êtes descendu sans savoir où vous allez où, sans savoir qui a dit qu'il faut descendre, sans savoir qu'est-ce que tu vas gagner, sans savoir les conséquences. Et voilà un peu ça. Et le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément, le premier élément, là, même la résolution des problèmes. On ne sait pas créer des solutions parce qu'on n'a pas la pensée critique. Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas la capacité de réfléchir devant un problème, de se poser des questions et de dire comment c'est devenu, pourquoi ça persiste et comment est-ce que nous pouvons sortir de ceci. On cherche directement les scapegoats, on cherche les boucs émissaires. Non, 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 si les choses ne marchent pas, c'est à cause de tel. Attaquons tel, tuons-le et c'est fini. Alors, on termine à le tuer, on découvre que réellement c'était plus le problème. Alors ça doit être quoi? Ça doit être tel. Tuons. On tue celui-là, non, mais c'est comme si ce n'est pas lui. C'est après avoir agi qu'on découvre que non, écoutez, l'approche qu'on a prise n'était pas une bonne approche. Ou bien la personne qu'on a attaquée, ce n'était pas la personne. Pourquoi? Parce qu'on ne se donne pas le temps de réfléchir, de se poser des questions. Et cette capacité, on doit l'apprendre. Et en famille, et à l'église, et à l'école, et à l'église. Or, non seulement qu'on a enlevé cela, mais on se rassurait qu'on les tue. Deuxième ingrédient, c'est quoi? À part la pensée critique, ça s'entrepénètre, c'est l'esprit créatif et entrepreneurial. Je ne parle pas de la créativité, mais l'esprit créatif. Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme pour être créatif. Voilà pourquoi quand il les met dans le jardin, il lui travaille le jardin, il ne lui donne pas la roue, il ne lui donne pas la machette, il ne lui donne pas la bêche, il ne donne rien. Quand il dit à Noé construis l'arche, il lui donne les mesures et autres choses, il ne lui donne pas ni scie, ni tronçonneuse, ni quoi. Il sait qu'il a sa pensée. Il a la pensée de Dieu, il a l'esprit de Dieu, l'esprit créatif, il va créer les solutions. Et lorsqu'on enlève l'esprit créatif, cela n'est plus le centre ou le cœur du système éducatif. Écoutez, on crée quoi? On crée des chimistes qui ne peuvent même pas fabriquer un savon, qu'on continue aujourd'hui à utiliser le savon qui vient de la Chine. Même le cure-dent, on crée une société où tout un gouvernement peut célébrer la première création, la création de la première usine de fabrication de cure-dents. Là où il y a la forêt, les bois, les bambous et autres choses. Voilà pourquoi. Il n'y a pas ce ne sont pas les atouts qui manquent, mais c'est l'esprit créatif qui manque. Même si on donne tout, on ne saura pas le faire. Et voilà pourquoi nous avons tout ce que nous avons, l'or, les diamants, les cuivres, l'eau, la forêt, une bonne terre, mais nous mourrons de faim. Nous mangeons les œufs qui viennent de quoi? De la Chine et de l'Ouganda, comme si nos poules ici en RDC disent que non, écoutez, nous sommes en jeûne. Alors le troisième élément pour couper court, c'est quoi? Ce sont les valeurs. Ils constituent la base. Les valeurs. Les valeurs ne tombent pas du ciel. Les valeurs ne viennent pas de la prédication. Les valeurs ne viennent pas des jeunes et des jeunes et quoi. Les valeurs ne viennent pas en disant, écoutez, nouvelle citoyenneté, ça s'inculque. Ça s'inculque, ça doit être le centre d'un système éducatif. Donc les trois là, messieurs les journalistes, la pensée critique, les capacités de pensée critique, de l'esprit créatif et entrepreneurial, ainsi que les valeurs ont été enlevées complètement de nos systèmes d'éducation en famille, à l'école et même à l'église. Et c'est ce qui a créé, ça a créé quoi? Des agents, les citoyens formés dans ce système éducatif sont devenus des agents de la culture de la rareté.
Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est réversible, comme tu as posé la question? Oui, c'était ça, vraiment, la recherche qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est réversible? Je commençais par dire ici que ça a été créé par l'homme. Donc, l'homme a créé et l'homme peut alors. Et dans vos recherches ici, c'est les colons qui a tort, c'est nous-mêmes qui avions hérité les Congo. Une très bonne question, monsieur le journaliste. Et là, c'est une question vraiment qui peut créer beaucoup de débats. C'est la culture de rareté, comme je l'ai dit encore, cette faiblesse de la pensée critique qui fait que tout le monde a avalé que non, écoutez, c'est le colonialisme qui nous a amené les problèmes. Mais quand nos royaumes et nos empires s'entretuaient et s'entremanger, est-ce que les colons étaient là? L'histoire, que ce soit la préhistoire et quoi, l'histoire de nos grands royaumes, montre que, écoutez, pour qu'un roi soit puissant, il allait combattre d'autres villages et d'autres petits royaumes pour les assujettir. Et là, les colons n'étaient pas encore là. Le blanc n'était pas encore là. Vous voyez, quand nous savons que, il y a une histoire, pas histoire quoi, une réalité. Vous trouverez dans un village, on a construit toutes les portes des cases regardent dans la même direction. Et vous grandissez, Pascal, vous voulez construire votre maison et mettre la porte dans votre case et mettre la porte dans une autre direction. On vous dit, on ne construit pas comme cela ici. Et vous demandez pourquoi on ne vous donnera pas de réponse. On va vous dire les ancêtres, c'est ça la culture, la tradition. Donc il manque de cultiver la pensée critique. Et si tu continues à beaucoup parler, on va te dire, écoutez, toi tu deviens mouiouaille. Cet enfant ici, mais qu'est-ce qu'il y a dit? Tu es qui pour questionner la tradition? Tu es qui pour questionner la culture qui a été là depuis les aïeux? Donc, comme ça a été là, ça doit rester comme cela. Et c'est qu'on ne sait pas expliquer, on attribue aux ancêtres, on attribue aux spirituels, on attribue à la sorcellerie et autre chose. Et voilà un peu ça. Donc, la culture de rareté fait partie de l'humanité, de la nature humaine depuis la chute. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, écoutez, il y a eu déjà le truc là, le vague de la culture de rareté qui est entré dans les gens. Donc, avant les colons ont profité de ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé que, écoutez, nous pouvons nous battre et bouder, ils me donnent moi l'arme maintenant à feu pour te neutraliser très facilement. C'était ça, c'est là ce que les colons ont dit. Ils sont venus bâtir, exploiter ce qu'ils ont trouvé déjà, les fissures qu'ils ont trouvées. Donc moi, je n'ai jamais mettre des responsabilités sur la tête des colons. Pourquoi? Et je n'ai jamais entendu que nous pouvons avoir la solution à partir des colons. Je nous dis, nous devons nous questionner nous-mêmes, reconnaître notre responsabilité et faire quoi? Et aussi créer des solutions par nous-mêmes. Voilà un peu ça. Les colons ont fait ce qu'ils ont fait. Ils cherchaient leur survie. Ils cherchaient la domination et autres choses. Ok, les colons sont partis. Les guerres que nous avons dans notre classe politique en Afrique et au Congo, je sais quoi, ça vient d'où? Ça vient des colons. Le fait que nos institutions ne peuvent pas être stables, ça vient d'où? Le fait que 5 leaders ne peuvent pas travailler ensemble pendant une année, sans avoir des conflits mortels, ça vient d'où? Ça ne vient pas des colons. Ce ne sont pas des colons qui disent que non, écoutez, toi combat ton frère, toi fais ceci et cela. Non. C'est cette culture de la réalité qui est là. Et les leaders doivent être éduqués, doivent être formés. Nous avons toute une école de formation des leaders transformationnels. Nous avons beaucoup d'écoles, beaucoup de centres que nous allons mettre en place. Et nous bénissons le Seigneur pour cette télévision, Aroma of Life TV. L'objectif est vraiment de pénétrer les maisons, de pénétrer les sphères, de pénétrer les bureaux de quiconque est en train de se poser des questions. Et il y a beaucoup d'agents de la culture d'abondance. Parce que l'objectif maintenant, c'est quoi? C'est de créer un autre type, de faire la promotion de notre modèle d'éducation qui n'a rien d'étrange. C'est juste ramener ces 3 ingrédients, faire de ces 3 ingrédients-là les piliers de tous les systèmes d'éducation en famille, à l'école et à l'église. Ne faites que ça. Donc, pensée critique, esprit créatif et les valeurs. Comment est-ce qu'on y va? Qu'est-ce que l'on fait? C'est seulement ça, on tourne autour de cela. Voilà, avant de conclure, il y a d'autres acteurs qui travaillent pour l'évolution et le développement du Congo, de nous approcher. Nos portes seront toujours ouvertes pour les accueillir, pour qu'ils viennent également partager leur expérience, leurs œuvres avec nos téléspectateurs. Maintenant, en conclusion, Malimou, vous venez de peindre un tableau sombre du système éducatif congolais et africain. Vous venez de beaucoup parler, mais en analysant ce que vous dites, ça fait peur.
on a tendance à croire que ça ne peut pas changer. Maintenant, qu'est-ce que vous envisagez pour les changements, pour qu'on ait dans les décennies à venir, qu'on ait quand même une classe dirigeante qui comprenne, qui travaille pour les changements du Congo, qui développe une pensée critique. Merci. Vous avez touché les climax ou le quoi, vous appelez ça quoi, les sommets, vous avez touché vraiment les climax maintenant des paradoxes congolais. C'est-à-dire le désespoir. Le fait que tout le monde est devenu désespéré, au point où les gens commencent à dire, comme je l'écris dans le livre sur la puissance transformation de l'attitude, beaucoup de gens commencent à dire, écoutez, nous avons déjà tout fait. Au point où, si vous, Pascal, vous essayez, vous voulez monter une initiative, on vous dit, mais est-ce que Yonde Okobongisa Congo, est-ce que vous êtes batterie chaque Congo? Il chaka Aribika, et si Ekoufa Nayango Kala. Nous avons déjà tout fait. C'est point là de désespoir là-bas, et c'est un point très dangereux. On ne doit pas désespérer. J'ai dit ici, l'homme a contribué, a été auteur de la culture de rareté, et c'est l'homme encore qui est auteur de la culture d'abondance. Qu'est-ce qu'il y a? La solution est, depuis longtemps, c'est comme lorsque Jésus était né à Bethléem, le monde ne savait pas, les trois mages ont su, mais on ne savait pas. Les sauveurs étaient déjà là, en train de travailler, en train d'œuvrer, et on ne savait pas qu'il est déjà là. C'est la même chose. Je ne dis pas que je suis sauveur et quoi. Les agents de la culture d'abondance sont là. Le modèle d'éducation transformationnelle pour créer une culture d'abondance est là. Donc il est question seulement de rentrer sur le modèle vraiment d'éducation tel qu'il est, tel que Dieu l'a conçu, tel que ça a été donc dans le passé, tel que ça se fait dans d'autres pays. Prenons le cas d'un pays comme la Chine, comme le Japon. Est-ce que vous savez que pendant le règne de Mobutu avait donné un don à la Chine. Et pour que les Congolais ne puissent pas pénétrer cette gloire-là qu'on avait en ce moment là-bas et se dire, si on l'avait fait, pourquoi on ne peut plus le faire aujourd'hui? Vous savez qu'est-ce que se passe? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays, même la Corée, du Sud, le Japon, la Chine, et tous ces pays qui sont devenus des puissances aujourd'hui, ils étaient au point de vue développement en arrière, loin en arrière du Congo au moment de l'indépendance, sur plusieurs points. Mais qu'est-ce qui a changé chez eux? Ils ont découvert que non, il faudrait revoir leur philosophie du type d'homme qu'ils vont former. La conceptualisation de l'homme. Quel est le chinois que nous voulons? Quel est le japonais que nous voulons? Et comment est-ce que nous y allons? Qu'est-ce qui peut nous aider? Quelle matière peut nous aider à former ces chinois là-bas que nous voulons, afin que dans les 20 années à venir... Donc si aujourd'hui, le président Tshisekedi vous invitez et vous posez la question, quel est le conseil que vous me donnerez? Vous lui demanderez seulement de tout laisser et de travailler sur l'homme congolais. La preuve en est que... Donc, ok, très bien, quoi? Parce que le problème congolais, ça va, Pascal? Le problème congolais, le seul problème congolais, c'est l'homme congolais. La seule solution congolaise, c'est l'homme congolais. Vous pouvez aller amener, dites-moi, donne-moi ici un problème. Oh, il y a un problème de détournement. Qui détourne? Il y a un problème d'impunité. Qui est censé punir? Oh, il y a tribalisme. Qui fait le tribalisme? Il y a quoi? La qualité de l'éducation ABC. Qui est censé éduquer? C'est le Congolais, non? Le quoi? Il y a insalubrité, écoutez, déchets partout à Kinshasa. Qui met ces déchets? Ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas les Belges, ce n'est pas les Français, ce n'est pas l'Américain, c'est les Congolais. C'est les Congolais. Et qui est censé enlever ces déchets sur la route? C'est les Congolais. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un autre type d'éducation. Il faut les formating. Il faut réformater l'homme congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le groupe scolaire Aaron Moulet Family Academy, à travers cette grande machine de Aaron Moulet Family Academy Foundation, Alpha Foundation. On a commencé. Il faut venir inviter les gens à venir au groupe scolaire Aaron Moulet, venir voir, venir visiter ce qu'ils pensent être impossible.
Comment cela est possible au niveau d'Aroma? Vous visitez Aroma, vous y passez. Est-ce que vous voyez les sachets et les quoi et les bouteilles et dans la cour? Mais ce sont les mêmes enfants qui viennent des familles là où il y a des bouteilles. Quoi. Mais ils arrivent, ils comprennent que non, écoutez, je ne dois pas jeter quelque chose, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire ceci, je dois faire ceci, ainsi, cela. Même nous les adultes, il n'y a pas un âge pour apprendre. C'est longtemps là-bas, très longtemps qu'on pensait qu'il y avait un âge où on ne peut plus changer parce qu'on a cristallisé et quoi. Mes recherches ont prouvé que c'est faux, c'est très faux. C'est question seulement des approches. Les approches de la transformation culturelle, les approches des changements, ainsi de suite. Les combles que nous avons et que vous trouvez les agents de la culture de rareté en train de parler de la transformation. Vous trouvez les agents de la culture de rareté eux-mêmes, avant d'abord de travailler sur eux-mêmes, en train de lancer des programmes, des émissions, des centres, en train de diriger des cellules ou des départements, ou je ne sais pas, les églises, ainsi de suite. Voilà un peu ça. Alors, si on travaille sur l'homme congolais à tous les niveaux, les bas âges, on commence au bas âge et on a des émissions comme ça, on a des livres. Ça, c'est le livre, c'est la puissance transformationnelle de l'attitude. Et le sous-titre, c'est quoi? Mon attitude crée et transforme ma réalité. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes qu'on attribue aux sorciers et pourtant c'est l'attitude. Beaucoup de problèmes qu'on attribue, oh la foi, manque de foi, il faut gêner 40 jours et quoi. Et pourtant, dans une séance de 30 minutes, on traverse l'attitude de la personne et les choses changent. C'est l'attitude. Rentrons sur le point où nous sommes. Quelle est l'attitude du Congolais vis-à-vis du Congo? Quelle est l'attitude du Congolais vis-à-vis de notre Congolais? Quelle est l'attitude du Congo vis-à-vis de la transformation du Congo, vis-à-vis des normes, vis-à-vis de l'identité d'un Congolais et la fierté du Congo? Quand j'ai un ministère, mon attitude détermine ce que je ferai de ce ministère-là. Est-ce que je sais je vais aller faire quoi là? Est-ce que je me dis mon passage ici doit marquer quoi? Si je n'ai pas cela, mais c'est fini. C'est fini. Voilà un peu ça, messieurs les journalistes. Donc, bref, si le président, il ne me demanderait même pas parce qu'il le sait déjà. Il sait déjà que les problèmes, c'est qu'on son prédécesseur Kabila avait dit, si j'avais seulement ces 5 personnes et quoi, lui aussi est déjà arrivé à cette conclusion là-bas. Si j'avais seulement 5 personnes. Donc, ce sont les hommes qui manquent et les femmes qui manquent. Pourquoi? Parce que ceux-là qui font beaucoup de bruit et qui se présentent le premier, ce sont les agents de la culture de la réalité qui sont prêts à tout faire pour le pouvoir, pour l'argent et autre chose. Les agents de la culture d'abondance, ils sont là. Dans toutes les institutions, dans les églises, ils sont là. Dans les écoles, ils sont là. Dans les marchés, ils sont là. Dans la société civile, ils sont là. Dans les églises, dans les universités, ils sont là. Mais tellement que la culture de la réalité crie à haute voix, fait beaucoup de bruit, les agents de la culture d'abondance sont cachés. Et tellement que la culture de la réalité domine encore, ça étouffe les agents de la culture. Mais comme du feu, les ténèbres ne peuvent jamais éteindre la lumière. Voilà. Et voilà, c'est toute une thèse, chers téléspectateurs. Donc, rassurez-vous, on y reviendra encore. Ce n'est pas ça, c'est juste un livre. Voilà, c'est un livre, oui, mais la matière. Oui, mais la thèse, donc, on ne peut pas tout finir aujourd'hui. Donc, on va prendre encore rendez-vous avec les téléspectateurs. On reviendra encore un jour avec un autre numéro, une toute nouvelle matière. C'était un plaisir de vous avoir accueilli dans ces beaux cadres d'Aroma TV, cher Malimou. C'était un grand plaisir. Et je pense que vous donnerez d'abord votre numéro aux téléspectateurs qui voudront, n'est-ce pas, vous contacter à l'aparté avant de mettre un terme à cette émission. Les numéros téléphoniques. Merci beaucoup. Le numéro c'est 099 099 50 50 41 41 294. WhatsApp et tout. Plein succès. Voilà, merci beaucoup. Aroma TV. Merci également à M. Omano qui était derrière la caméra. Merci également à toute l'équipe Aroma qui nous a aidé à préparer cette émission. Également à Madame Julienne et tous les autres, donc, membres et tous les personnels d'Aroma. Au revoir. Merci beaucoup.